Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu différent. On va pas nécessairement parler d'Amazon FBA, on va pas parler de techniques pures sur comment lancer un produit sur Amazon par exemple, mais on va parler de quelque chose d'un petit peu plus global. On va parler d'argent, de préservation du patrimoine. Après tout, cette chaîne s'appelle Liberté Digitale et voilà, le but c'est justement d'être libre grâce à ses revenus en ligne, d'être libre géographiquement, d'être libre financièrement et ça passe aussi par de l'investissement. Donc j'en avais déjà parlé dans une vidéo publiée en octobre dernier, en octobre 2021. Donc je parlais de l'inflation qui était arrivée et qui était là pour ne pas partir et en fait pour s'amplifier au fil des mois, au fil des années. Donc en effet l'inflation aujourd'hui, c'est même plus un secret, hein, c'est public, c'est dans les journaux, dans les médias, on va dire pour tout le monde. L'inflation est là et donne des grands coups de sabre dans votre épargne. C'est comme ça. Donc on a eu les chiffres officiels qui sont tombés, qui étaient de 6,8% d'inflation en novembre, puis 7% en décembre. Donc ça c'était aux États-Unis. Vous savez que tout ce qui arrive aux États-Unis, ça a des répercussions ensuite dans le reste du monde. Donc en Europe, il y a déjà de l'inflation, on est sur des 3-4%. Mais voilà, encore une fois, ça c'est les chiffres officiels. Et il faut s'attendre à ce que ça monte bien plus haut. D'ailleurs, quand on regarde plus précisément, l'inflation réelle aux États-Unis est plutôt de 10% et non de 7%. Voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Mais malgré tout ça, malgré les alertes de plusieurs économistes, les banques centrales ont continué à faire tourner la machine à billets sans s'arrêter. C'est vraiment des chiffres qui donnent le vertige parce qu'aujourd'hui, il y a 80% des dollars qui sont en circulation dans le monde qui ont été imprimés dans les 22 ou 23 derniers mois. C'est absolument incroyable. Bref, vous l'aurez compris, tout ça fait un petit peu peur et on ne sait pas trop où on va. Par contre, moi, je ne suis pas le président de la Fed aux États-Unis, je ne suis pas le président de la Banque Centrale Européenne, donc il y a vraiment peu de choses que je peux faire pour régler la situation et très franchement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse personnellement et je pense ce qui vous intéresse aussi, et c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est comment préserver notre capital. Quelles actions prendre pour ne pas voir son épargne diminuer, pour ne pas voir son pouvoir d'achat se faire complètement détruire par l'inflation. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon plan d'investissement pour combattre l'inflation en 2022. Et évidemment, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo, un petit disclaimer, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Voilà, c'est du divertissement, je vous montre ce que je pense, je vous expose ma théorie, mais ce n'est en rien un conseil d'après lequel vous devrez aller investir tout votre argent dans un actif risqué. Je partage simplement quelques stratégies et quelques réflexions que j'ai sur la situation actuelle pour m'en protéger au mieux et je voudrais les partager avec vous. Mais avant de faire tout investissement, renseignez-vous et faites vos propres recherches. Donc très concrètement, le point central de la stratégie, ça va être de se débarrasser de votre cash, de votre fiat money, de vos euros. Ici, le but, ça va être d'investir dans des actifs qui vont au minima préserver leur valeur face à l'inflation qu'on est en train d'avoir et qui va continuer d'augmenter. Donc très concrètement, en 2022, si l'inflation est de 10%, si votre investissement fait un retour de moins de 10%, vous aurez perdu de l'argent, votre argent aura perdu de la valeur et donc vous aurez perdu du pouvoir d'achat. C'est sûr que investir dans un livret A qui paye 1% ou alors dans une assurance vie qui paye 2 ou 3%, vous perdez forcément de l'argent quand l'inflation est de 6, 7, 8, 9% ou plus. Et une autre parenthèse que je voudrais faire, c'est aussi quelque chose que j'avais dit dans la vidéo que j'avais faite sur l'inflation, c'est que pas mal de gens ont peur d'investir, ont peur de ce mot de investir de l'argent, ça paraît risqué, mais ce qu'il faut savoir c'est que quand vous n'investissez pas votre argent, c'est-à-dire que quand vous gardez tout votre argent au crédit mutuel, dans votre agence locale, tout en euros, dans plusieurs comptes, en fait vous n'avez pas investi, vous avez décidé d'investir tout votre capital en euros dans une banque et donc vous êtes extrêmement exposé à des risques parce que s'il y a un problème sur l'euro, s'il y a un problème dans la zone euro, s'il y a un problème dans cette banque, c'est tout votre capital qui est à risque. Donc ici le maître mot est clair, c'est la diversification, le type d'actifs, le secteur et aussi les zones géographiques pour essayer d'avoir la plus grosse couverture et donc la plus grosse diversification du risque pour votre capital. Alors tout d'abord, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'il vous faut une source de revenus, il vous faut une rentrée d'argent avant de penser à investir. Donc si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas de capital à investir, si en gros toutes vos dépenses prennent tout votre salaire, si vous n'avez pas de surplus, à ce moment-là, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter,
de l'inflation, j'ai envie de dire, de la préservation de votre capital. Et donc, voilà, c'est pas vraiment intéressant et je pense qu'il faudrait se concentrer plus sur l'étape d'avant, c'est-à-dire l'étape, se créer une source de revenus. Donc, pour ma part, la source de revenus ici, j'ai mis business en ligne. Plus particulièrement, ça va être l'e-commerce sur Amazon. Donc, si vous connaissez pas ma chaîne, si vous me découvrez aujourd'hui ou si vous avez vu que quelques vidéos, vous n'êtes pas sûr, je fais du Amazon FBA. Regardez le reste des vidéos sur la chaîne YouTube si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Mais voilà, sachez que ça représente environ 70% de mes revenus. Et il y a aussi cette chaîne YouTube, donc avec mes offres de formation, j'enseigne Amazon FBA. Donc, tout simplement, comment se lancer sur Amazon FBA, comment créer son business sur Amazon FBA. Donc, voilà, j'ai des offres de formation, des services de coaching et quelques revenus d'affiliation par-ci par-là. Donc pour vous aujourd'hui, ce revenu, c'est peut-être un salaire ou c'est peut-être la combinaison, on va dire le mix d'un salaire et de revenus en ligne. Très honnêtement, ma recommandation serait d'avoir comme priorité numéro 1 la création d'une source de revenus solide sur le long terme. Il y a beaucoup de gens qui pensent que commencer un business, c'est risqué, que il y a des hauts, il y a des bas. En fait, à ce niveau-là, moi, je préfère vraiment avoir le contrôle total sur mes revenus, ne pas dépendre d'un patron qui va me verser un salaire. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, même si vous avez un contrat solide. Donc voilà, je préfère être maître et avoir le contrôle total là-dessus. Après, c'est une préférence, c'est la préférence de chacun. Et comme je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, le business en ligne permet aussi de ne pas avoir de plafond, c'est-à-dire que, oui, il faut se lancer, il faut commencer à gagner 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros par mois, mais ensuite vous n'avez pas vraiment de limite, vous n'avez même pas du tout de limite, c'est-à-dire que personne ne vous empêchera de gagner 10 000, 50 000 ou 100 000 euros par mois si vous continuez à travailler, si vous continuez à faire les efforts. Donc voilà, ça c'est vraiment, j'en ai fini là-dessus. Voilà, moi c'est vraiment ma vision à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les catégories dans lesquelles je compte investir et dans lesquelles j'investis déjà. Donc, je suis resté sur cette page ici. On voit en fait que effectivement mes business en ligne, en fait, génèrent du profit. Ces profits, il faut savoir que j'en prends environ 30% qui vont vraiment compter comme des revenus et il y en a 70% qui vont être réinvestis dans les business. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment en fait ma première catégorie d'investissement, c'est mes propres business en ligne. C'est là où je vais avoir le plus d'impact, c'est là où, c'est pas comme on investit dans une startup et on espère que ça va marcher. Oui, effectivement, ça peut faire x100, x1000, mais alors c'est sûr, mes business en ligne ne feront pas x100 ou x1000, mais au moins j'ai le contrôle, c'est moi qui les dirige et donc c'est quand même extrêmement rassurant et aussi ça permet en fait de les faire croître tout simplement, de faire grandir les business. Voilà, ça c'est super important. Je vous encourage à faire ça aussi si vous avez vos propres business en ligne, de réinvestir et de vraiment compter ça comme un investissement. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Ensuite, on va commencer un petit peu les vraies catégories d'investissement. Donc la première, ça va être en fait le cash. Alors le cash, j'essaye d'en garder le minimum possible. C'est vraiment histoire d'avoir, on va dire, un fonds de sécurité et aussi c'est d'avoir du cash disponible pour acheter des bonnes opportunités sur les marchés, que ce soit dans les marchés traditionnels, dans les marchés alternatifs. S'il y a des bonnes opportunités à un certain moment mais que je n'ai pas de cash disponible, je ne vais pas pouvoir profiter de ces opportunités. Donc j'ai forcément besoin d'avoir du cash, donc je mets environ 20%. Donc voilà, il y a 30% de mes profits de business qui vont dans mes revenus et ensuite de mes revenus, il y en a 20% qui vont dans du cash. Ce que j'essaie de faire, c'est de diversifier les devises, c'est-à-dire je ne mets pas tout en euros, j'ai des euros, j'ai des dollars, j'ai des livres sterling et quelques autres plus petites monnaies. J'essaie aussi de diversifier les banques pour ne pas avoir tous mes œufs dans le même panier. Encore une fois, c'est très important. J'essaie d'éviter les banques classiques avec leurs hauts frais et avec énormément de choses. Donc, les banques en ligne du style Revolut, Wise, il y a aussi N26 qui sont pas mal. Sinon, j'utilise des banques qui sont à l'étranger, qui sont assez solides. Donc là, j'ai mis la catégorie offshore. Donc voilà, ça, c'est pour le cash. Ensuite, on va passer sur une catégorie un petit peu plus croustillante et un petit peu plus importante, c'est les cryptos. Donc voilà, j'ai mis environ 30% de mes revenus, du surplus, après avoir payé évidemment toutes mes dépenses lifestyle et voilà, tout ce qui me permet de vivre. 30% environ qui va dans les cryptos et les cryptos, je les ai divisés en 3 parties. Donc il y a l'achat de tokens, de coins. Donc là, j'ai encore divisé par 2, c'est-à-dire qu'il y a les grosses caps, donc on est sur les Bitcoin, les Ethereum, les Solana.
ce genre de choses, vraiment des gros projets avec des grosses capitalisations qui sont plus safe, qui vont pas faire un x50, ça c'est plus possible aujourd'hui, enfin j'espère me tromper, mais je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui. Si vous cherchez vraiment des énormes rendements, faut pas aller sur le Bitcoin ou l'Ethereum, à mon avis, mais ça reste quand même solide et avec des potentiels de plus-value très intéressantes. Et de l'autre côté, il y a les petites alt, donc les altcoins, donc des projets plus petits, des cryptos plus petites, mais avec aussi plus de potentiel, évidemment plus de risques, vous l'aurez compris. Donc là, principalement, je fais du hold, c'est-à-dire que je ne trade pas, simplement j'achète et je garde les cryptos. Donc voilà, je les achète en général sur Binance, sur FTX et sur Kraken. Parfois aussi un petit peu sur Coinbase Pro. Encore une fois, dans une optique de diversification, et ensuite je garde ça sur des clés, sur en fait des wallets privés. Donc voilà, ça c'est un petit peu comme ça que j'organise l'achat de coins pour les cryptos, et ça représente une grosse partie, on va dire, de mon activité, de mon investissement en crypto-monnaie. Ensuite, la deuxième catégorie dans les cryptos, ça va être tout ce qui est le yield, c'est-à-dire le rendement. Donc là, ça se divise, donc il y a le staking, le lending, la DeFi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais en gros, c'est vous mettez, dans tous les cas, vous allez mettre les coins que vous possédez à disposition de plusieurs services, on va dire, de plusieurs protocoles. Et donc, vous allez récupérer un rendement sur vos cryptos. Donc, c'est-à-dire que si vous faites du staking, vous pouvez staker par exemple, j'en sais rien, du Cardano, vous allez récupérer un pourcentage pour avoir staké votre Cardano. Donc ça, c'est du crypto on-chain, on va dire. Ça devient un petit peu technique, mais bon, restez avec moi. Environ, vous allez récupérer entre 3, 5, 7, 8% sur vos crypto-monnaies. Le lending, en fait, vous prêtez vos crypto-monnaies en fait, des entreprises qui vont, on va dire, les utiliser comme collatéral. Et ensuite, la DeFi qui est assez wild, on va dire, qui est assez profonde aussi comme domaine. Donc, on va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais en gros, avec tout ça, ça permet de générer du cash flow, et donc j'utilise des plateformes comme le staking. Vous pouvez faire ça directement sur des plateformes comme Binance ou Kraken. Donc pour la partie lending, du coup, ça va être des plateformes centralisées qui vont s'occuper un petit peu de tout ça. Donc vous avez Nexo, Celsius, Swissborg, BlockFi, c'est les plus grosses, on va dire, et vous allez avoir des bons rendements, soit sur des coins, c'est-à-dire du Bitcoin, du Ethereum, des choses comme ça, ou alors sur des stablecoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui sont adossées à des monnaies fiduciaires, par exemple du USDC, du UST, ce genre de choses. Donc voilà, ça, j'aime beaucoup cette catégorie de yield dans les crypto-monnaies parce que ça permet de générer du cash tous les mois. Donc voilà, c'est super intéressant. Troisième catégorie dans les cryptos, je vais passer assez vite là-dessus, c'est les ICO. Donc en fait, ça, c'est quand vous investissez dans des nouveaux projets qui ne sont pas encore listés sur les échanges. Et donc, il y a un potentiel énorme. Vous pouvez vraiment faire x100, x1000 dans certains cas, mais le risque est aussi très très élevé. Pensez au ICO en fait un petit peu comme quand vous investissez dans une entreprise qui est non cotée en bourse, et que vous attendez justement qu'elle aille faire son IPO, c'est-à-dire son entrée en bourse, et c'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment avoir des retours incroyables. Donc voilà, ça c'était pour la partie crypto-monnaie. Ensuite, la dernière partie, ça c'est toutes des catégories d'investissement dans lesquelles j'investis déjà. J'investissais déjà en 2021 et je continue en 2022. Donc il y a 30% aussi qui vont dans la bourse. Donc là, on est sur des investissements plus classiques. Donc séparés aussi en 3 parties. La première, c'est des actions à dividendes. Donc des actions, en fait, je les achète exprès parce que ce sont des entreprises qui payent de gros dividendes. Donc si vous ne savez pas ce que c'est exactement, les dividendes, c'est en fait pour vous récompenser, entre guillemets, d'avoir une action et de la garder, d'avoir l'action d'une entreprise. L'entreprise va reverser une partie de ses bénéfices à ses actionnaires, donc vous et moi, qui avons l'action, et on va recevoir des dividendes. Donc parfois, ça peut être des entreprises qui donnent des gros dividendes, ça peut être du 3, 4, 5%, et c'est payé de manière trimestrielle. En général, ça dépend de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est encore un investissement en fait qui génère du cash flow. Après, c'est du cash flow que je touche pas, c'est-à-dire que les dividendes que je touche sont directement réinvestis en fait automatiquement dans le portefeuille pour acheter plus d'actions. Mais vous voyez l'idée, ça fait quand même du cash qui rentre. Ensuite, la deuxième partie, la deuxième catégorie, on va dire, sur la bourse, c'est les actions que j'achète pour une meilleure valorisation, on va dire, parce que je pense qu'elles vont monter. Donc là, on est sur les big tech,
toutes les entreprises qui sont dans le secteur des métaverses, des énergies. Voilà, après ça dépend vraiment de chacun, mais c'est des entreprises qui, selon moi, ont du potentiel et qui sont sous-évaluées, qui vont avoir une valorisation qui va monter dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi à faire. Après, c'est assez risqué, on va dire, parce que évidemment, quand vous achetez des actions individuelles d'entreprise, eh bien forcément vous vous exposez à plus de risques. Si une entreprise, je sais pas moi, fait faillite ou perd 50% de sa valeur, eh bien c'est aussi votre action qui perd 50% de sa valeur. Dernière catégorie qui pour le coup est vraiment la plus conservatrice pour le moment, c'est en fait des ETF, des trackers. Donc ça va être en gros, vous investissez dans un fonds, vous investissez dans un indice en fait qui va représenter, on va dire, le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, le CAC 40, donc les 40 entreprises françaises qui ont la plus grosse capitalisation boursière. Vous pouvez aussi en fait suivre d'autres marchés ou d'autres indices, des marchés émergents par secteur d'activité, c'est-à-dire l'énergie, la technologie. Voilà, il y a vraiment des ETF et des indices un petit peu partout en fait, c'est un petit peu, voilà, vous avez vraiment le choix et donc ça c'est très intéressant parce que si vous achetez par exemple tout le S&P 500, donc tout, on va dire les actions, une fraction des actions de chaque compagnie qui font le S&P 500 aux États-Unis, eh bien on va dire que c'est extrêmement diversifié. En achetant une part d'un ETF, eh bien vous allez être extrêmement diversifié, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Par contre, voilà, vous attendez pas à des rendements incroyables, mais sur une année où il y a énormément d'inflation, eh bien, ça peut quand même toujours valoir le coup à mon avis, surtout dans une optique de conservation et préservation de votre capital. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Pour l'instant, donc on a 20% qui vont en cash, 30% qui vont en crypto, 30% qui vont dans la bourse. Et donc, où est-ce que va le reste? Eh bien, le reste va dans 4 catégories qui sont nouvelles pour moi et que je veux ajouter en fait à mon portefeuille, on va dire, en 2022. Donc la première de ces catégories, c'est l'immobilier. L'immobilier, ça a vraiment plusieurs avantages. D'abord, vous allez pouvoir utiliser le levier bancaire. Donc ça, c'est vraiment sans doute la chose la plus intéressante que vous allez faire avec l'immobilier, c'est-à-dire utiliser l'argent de la banque pour acheter un actif et ensuite vous serez à terme le propriétaire de cet actif. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Le deuxième avantage que je vois qui est énorme, c'est l'aspect très tangible, c'est-à-dire que la phrase est bien connue, investir dans la pierre. C'est pas pour rien qu'on parle de ça. Dans une économie qui est toujours plus digitale, dans une économie qui est toujours plus décentralisée, en tout cas qui essaie de le devenir. Et c'est vrai que quand on regarde les catégories d'investissement avant, c'est des investissements, on va dire, entre guillemets, papier, des investissements technologiques qui vraiment reposent sur le digital. Donc voilà, les actions, j'ai rien de physique chez moi. Pareil pour la crypto-monnaie, effectivement. Donc c'est aussi intéressant, à mon avis, de se diversifier à ce niveau-là, d'avoir quelque chose que vous pouvez toucher et que vous pouvez même utiliser, vous pouvez dormir dedans. Donc voilà, quelque chose d'extrêmement sain à ce niveau-là. La troisième chose, c'est que l'immobilier, ça peut permettre de générer du cash flow si vous faites bien votre coût. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Les inconvénients de l'immobilier, c'est que c'est extrêmement chronophage et que ça demande souvent une présence. Faut être sur place, si vous voulez faire des travaux, ce genre de choses, c'est quand même mieux d'y être. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas forcément le plus pratique. Et j'essaie aussi d'organiser ma vie de manière à ce que je n'ai pas besoin de me déplacer, pas besoin d'être à un endroit précis. Donc c'est vrai que ça a toujours été un petit peu un blocage pour moi. La deuxième chose, c'est la rentabilité qui est faible entre guillemets, c'est-à-dire que par rapport à d'autres investissements qui vont vous rapporter 10, 15, 20, 30% ou plus, c'est vrai que l'immobilier, quand vous faites du 7%, du 8%, vous êtes extrêmement content et c'est sûr qu'en comparaison à du 20%, c'est pas top, surtout vu l'effort que vous avez mis dedans. Troisième inconvénient, c'est le fait d'emprunter quand vous êtes indépendant, quand vous avez vos propres business. Même si vous gagnez, on va dire, beaucoup plus qu'un cadre en France, le cadre qui a un boulot stable avec un salaire fixe, les banques aiment ça et elles n'aiment pas le risque, elles n'aiment pas trop. Si vous arrivez avec votre dossier et vous dites je suis vendeur sur Amazon FBA, ça peut être un petit peu compliqué au niveau de la banque. Donc, il y a plein de manières de contourner ça. Vous pouvez aussi juste apporter plus de cash de votre poche. Du coup, ce qui enlève un petit peu l'avantage du levier bancaire. Mais bon, bref. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient numéro 3. Et numéro 4, c'est assez peu liquide. C'est-à-dire que si demain j'ai besoin de cash et que je vends mes cryptos, ça va me prendre en tout et pour tout peut-être 1 heure d'avoir l'argent dans mon compte ou un petit peu plus. Pareil pour les actions, ça va peut-être me prendre 1 jour, 2 jours.
Pour l'immobilier, ça va forcément prendre à minima plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Donc voilà, c'est peu liquide, mais voilà, ça va aussi avec le fait que ce soit quelque chose de tangible. Donc il y a aussi d'autres alternatives qui sont assez intéressantes et que j'aimerais explorer plus cette année. Les fonds immobiliers, on va dire, vous investissez dans des fonds qui représentent des projets immobiliers. Et vous bénéficiez, on va dire, vous vous exposez à l'immobilier de cette manière-là sans réellement avoir l'immobilier vous-même. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Forcément, vous n'êtes pas le propriétaire de votre propre maison, de votre propre appartement, donc ça enlève certains avantages. Après, il y a aussi des alternatives comme des startups en fait, comme Bricks.co, dont j'ai entendu parler il n'y a pas si longtemps, qui vous permet en fait de devenir propriétaire d'une fraction, d'un bien immobilier. Donc ça commence à partir de 10 euros. Et donc voilà, c'est extrêmement intéressant. Ils proposent une rentabilité de environ entre 11 et 12%. Donc voilà, c'est des choses alternatives qui commencent à se lancer et qui représentent des options intéressantes si vous voulez investir dans l'immobilier. Donc voilà, l'immobilier c'est quelque chose que j'aimerais commencer à faire en 2022 parce que je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à le faire et je vais voir si je commence d'abord par plus des options alternatives ou si carrément j'achète un bien. Donc voilà, affaire à suivre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire juste en dessous de la vidéo. Je ne suis clairement pas un expert en investissement. Ce que j'essaie de faire avec cette vidéo, c'est simplement de vous partager ma façon de voir les choses, mon plan d'investissement pour 2022. Il n'est pas parfait et encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Donc, si vous avez des conseils, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire juste en dessous de la vidéo. Ensuite, une autre catégorie qui m'intéresse, c'est les métaux précieux. Donc or, argent, platinium, ce genre de choses. Ça, c'est assez intéressant et pour moi, c'est un petit peu le plan anti-apocalypse, c'est-à-dire que oui, effectivement, si plus rien n'a de la valeur, si le système pète complètement, peut-être que je serais content d'avoir quelques onces d'or chez moi et que pour moi, ça représente vraiment, c'est pas vraiment un investissement dans le sens où je pense que ça va... je pense que ça va garder sa valeur en fait, je pense que ça va, même s'il y a de l'inflation, je pense que l'or, l'argent garderont leur valeur sur le moyen long terme. C'est ma théorie en tout cas, mais je pense pas que c'est quelque chose dont je vais vraiment faire une grosse rentabilité. Enfin, je vais pas faire un gros rendement là-dessus. C'est pas ce que j'espère. C'est vraiment s'il y a un petit peu la fin du monde, je serai préparé et j'aurai un petit peu d'or. Et on se dit que si tout s'écroule et qu'on retourne à l'âge de pierre, peut-être que on se remettra à utiliser quelque chose où on se dit tiens ça a une valeur intrinsèque entre guillemets. Pourquoi pas l'or? Donc voilà, ça c'est un petit peu plus fun on va dire et j'ai mis une allocation de 5% seulement, donc c'est quand même pas mal, mais ça représente pas non plus énormément dans mon capital. Ensuite, quelque chose d'autre, ça va être les objets, les pièces de collection. Dans la dernière année, ces objets, cette classe d'actifs a tout simplement explosé parce que tout simplement ceux qui ont de l'argent le savent, l'inflation arrive, ils sont toujours informés avant le reste des gens et donc ils ont en fait tout ce qui est rare, tout ce qui a vraiment une valeur, une valeur parce qu'il y a de la rareté, a vraiment explosé en prix, que ce soit les voitures de collection, les montres de collection de valeur, les grands vins, les grands crus, ou alors le marché de l'art aussi. On va pas rentrer dans les NFT, j'ai pas inclus ça dans ma liste, mais dans le fond, tout ce qui est vraiment basé sur la rareté a vraiment explosé et donc c'est quelque chose, je me dis ça peut être vraiment intéressant parce que regardez par exemple, si on regarde, donc là je suis sur le site qui s'appelle chrono24.com et donc si on regarde, en fait c'est un site qui vous permet de voir le cours des montres. Alors ça c'est un site vraiment juste dédié aux montres, mais on peut voir que ce modèle de Rolex, donc une Rolex Daytona avec toutes ces caractéristiques, encore une fois je suis vraiment pas un expert en montres donc me demandez pas trop, mais ce qu'on peut quand même voir c'est qu'en janvier 2017 cette montre avait une valeur moyenne de 12 000 $. Aujourd'hui, cette montre a une valeur de 33 000 $ quasiment. Donc voilà, vous pouvez voir la courbe. La courbe est assez pentue et donc il y a de fortes chances que ce genre de pièces de collection continue à prendre de la valeur et au minima suivent l'inflation. Donc ça peut être aussi quelque chose de très intéressant et aussi, on va pas se mentir,
d'un petit peu fun, voilà, d'avoir des beaux objets, des objets qui ont de la valeur. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que j'aimerais faire pour 2022. Et finalement, la dernière catégorie dans laquelle j'aimerais mettre mes mains un petit peu plus, c'est les startups, l'investissement du coup dans des entreprises privées qui ne sont pas encore cotées en bourse. Et donc, voilà, ça demande énormément de temps pour analyser ce genre de projet, pour essayer de comprendre est-ce que c'est un bon projet, est-ce que c'est un projet qui a vraiment du potentiel, est-ce que l'équipe derrière le projet est intéressante. Toutes ces choses-là qu'il faut faire, et vous n'avez pas forcément besoin de faire quand vous investissez dans une entreprise comme Apple, parce que vous devriez le faire quand même, mais vous pouvez faire plus confiance, on va dire, parce que c'est une entreprise qui est analysée par, voilà, qui est auditée. Vous pouvez voir leur rapport financier. Enfin, voilà, c'est une grosse entreprise. Quand vous investissez dans une toute petite start-up dans un pays émergent, par exemple, c'est quelque chose. Voilà, vous avez beaucoup plus de risques. Vous avez un risque d'échec qui est beaucoup plus gros. Par contre, si cette entreprise, ça devient le prochain TransferWise, si cette entreprise, ça devient une grosse entreprise en tout cas. Et qu'elle arrive à aller en bourse et faire une IPO, eh bien, vous avez un potentiel de retour, voilà, de rendement qui est absolument gigantesque. Par contre, encore une fois, le risque est très élevé. Bon, j'espère que vous avez aimé mon petit graphique. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire en tout cas. Et je trouve que, voilà, même si on n'a pas forcément besoin de faire toujours un diagramme un petit peu comme cela, je pense que c'est important d'avoir une certaine clarté sur vos investissements. Et en fait, c'est ce que cette vidéo, la création de cette vidéo m'a aussi permis de faire, c'est de tout mettre à plat et de me dire, ok, en termes de pourcentage, comment est-ce que je veux répartir mon capital, comment est-ce que je veux investir en 2022, parce que c'est extrêmement facile de se laisser en fait influencer par nos émotions du moment. Les cryptos montent, on veut investir plus, on investit beaucoup plus que ce qu'on voudrait, et en fait de délaisser d'autres choses qui en fait font partie de notre stratégie initiale, mais que là, simplement on prend pas le temps de le faire, comme l'immobilier ou voilà, les objets de collection, les startups, ce genre de choses. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser sur un mot de la fin. À mon avis, voilà, séparez-vous de votre cash. Ne gardez pas votre argent en épargne, ne gardez pas votre argent en fiat money. Débarrassez-vous-en au plus possible et investissez-le. Que ce soit dans la création d'un actif comme un business qui, à mon avis, est très très important. C'est vraiment la première étape. Avoir le contrôle de votre revenu, pouvoir en fait voilà, augmenter votre revenu, avoir cette rentrée d'argent, à mon avis, c'est vraiment très important et ça demande aussi de l'investissement. Par exemple, si je prends l'exemple d'Amazon FBA, il faut investir du capital pour ensuite construire votre actif, votre business qui va vous rapporter du cash flow et qui va aussi avoir une valeur, c'est-à-dire que vous pourrez revendre votre business plus tard. Donc voilà, ça à mon avis, c'est de l'argent qui est extrêmement bien investi. Si vous avez déjà des sources de revenus ou si vous êtes satisfait avec celles que vous avez déjà, eh bien dans ce cas-là, je vous encourage à investir dans des classes d'actifs différentes, des classes d'actifs que vous comprenez, des choses qui vous intéressent, que ce soit l'investissement boursier, immobilier, la crypto, bref, il y a plein de choses à faire. Mais dans tous les cas, je vous encourage à ne pas garder trop de cash dans votre compte en banque en euros parce que vous allez simplement voir la valeur de votre capital diminuer au fil des mois et au fil des années. Si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionne un business e-commerce sur Amazon FBA, je vous invite à regarder plusieurs vidéos qui sont sur la chaîne YouTube, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. J'explique, voilà, j'ai posté je crois plus de 70 vidéos sur comment se lancer sur Amazon, comment gérer son business Amazon FBA. Donc à vous d'explorer tout ça et bien sûr pour les plus déterminés, je vous encourage à aller regarder le détail de ma formation sur comment se lancer sur Amazon FBA. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les juste en dessous de la vidéo, je lis et je réponds à tous vos commentaires. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.